Bonjour et bienvenue dans cette 5e capsule du cours de virologie médicale. Capsule dans laquelle nous allons entamer le dernier chapitre du cours qui porte sur les méthodes de diagnostic en virologie médicale. Alors, le diagnostic virologique repose, comme pour le diagnostic bactériologique, sur deux approches. Nous avons le diagnostic direct et le diagnostic indirect. Le diagnostic direct permet de déceler dans les produits biologiques prélevés la présence du virus en entier ou une partie du virus, c'est-à-dire soit des antigènes ou bien son génome. Le diagnostic indirect décèle l'apparition dans le sang d'une réponse immunitaire sous forme d'anticorps spécifiques. Et ces deux approches, diagnostic direct et indirect, ne s'excluent pas. Elles sont même parfois complémentaires. L'examen biologique se déroule de la manière suivante. Alors, supposons que ce cercle bleu représente la durée nécessaire pour un examen biologique. Cet examen biologique se déroule en deux phases. Il y a une phase pré-analytique qui se décompose en deux temps, nous verrons tout à l'heure lesquels, et la phase analytique qui est le processus technique. Et c'est pendant la phase pré-analytique que s'effectue le prélèvement. Et pour réaliser le prélèvement, le biologiste a besoin d'être orienté par les renseignements cliniques fournis par le médecin. Et c'est à ce dernier que revient de prescrire le type de prélèvement, c'est-à-dire qu'il indique au biologiste le site de prélèvement. Parfois, c'est même au médecin que revient de mettre en œuvre les prélèvements. Si le malade est hospitalisé et qu'il ne peut pas se déplacer vers le labo, ou bien si le prélèvement nécessite une intervention délicate, ne pouvant être réalisée que par un médecin, tel que par exemple la ponction du liquide céphalo-rachidien. S'ensuit l'acheminement au laboratoire de l'échantillon à analyser, qui se font soit à température ambiante, soit dans la glace, notamment pour les virus les plus fragiles. Et les virus les plus dangereux exigent un triple emballage. Pour la méthode de prélèvement et le mode de transport, il faut s'en remettre à des protocoles établis en concertation entre le médecin et le virologiste. Et une fois au labo, l'échantillon est enregistré, puis distribué vers le laboratoire de virologie. Parce que dans les laboratoires d'analyse biologique, il y a plusieurs labos. Il y a le laboratoire de bactériaux, de parasitaux, etc. Donc l'échantillon, le prélèvement sera orienté vers le laboratoire de virologie. Et la phase pré-analytique couvre donc toutes les étapes qui précèdent l'analyse. Et différentes études ont démontré qu'un nombre très élevé d'erreurs de laboratoire sont en fait des erreurs inhérentes à la phase pré-analytique, qui est une phase cruciale. Pour réussir cette phase, il faut absolument faire le bon choix du site de prélèvement. On ne va pas prélever n'importe où l'échantillon pour la recherche du virus. La quantité doit être suffisante pour l'analyse, car parfois il n'y en a pas suffisamment pour faire l'analyse biologique, notamment pour la recherche des antigènes. Il faut une quantité très importante d'échantillons. Et le transport de l'échantillon doit se faire dans les meilleures conditions possibles pour ne pas altérer les virus, d'autant plus que certains virus sont très fragiles et doivent être transportés dans des conditions particulières, voire même dans des milieux de transport. On en parlera tout à l'heure. Et dernier point important, il faut rester vigilant lors de l'identification du nom et du prénom du patient. Notez la date de prélèvement et le lieu de prélèvement pour qu'il n'y ait aucune erreur possible. Le site de prélèvement varie selon le siège de l'infection.
Pour un examen indirect, c'est-à-dire sérologique, c'est simple, on prélève le sang. Mais pour un examen direct, le prélèvement se fait soit au niveau de la sortie du virus, telles que les urines ou les selles. Le prélèvement peut se faire au niveau de l'entrée du virus, tel que au niveau des sécrétions nasales pour les infections respiratoires. Si c'est une infection cutanée, le prélèvement se fait au niveau de la vésicule ou de l'ulcération cutanée. Dans le cas d'une méningite, le médecin réalise une ponction lombaire du liquide céphalo-rachidien, en abréviation LCR. Dans le cas d'une infection pulmonaire, le clinicien, c'est-à-dire le médecin, effectue un prélèvement du liquide broncho-alvéolaire, en abréviation LBA. Pour le dépistage du virus dans le col de l'utérus, un prélèvement génital est réalisé. Et rappelons la nécessité d'utiliser un matériel convenablement stérilisé ou un matériel stérile à usage unique. Le transport du prélèvement conditionne également les résultats. C'est ainsi qu'il y a des prélèvements qui ne nécessitent pas de milieu de transport pour les amener au laboratoire. Ces prélèvements se font dans des tubes ou des flacons secs stériles, tels que flacons pour les selles, les urines ou le LCR, liquide céphalo-rachidien. Le sang est prélevé dans un tube contenant le DTA. Un autre type de prélèvement pour la recherche des virus est le frottis à sec sur lame à l'aide d'un écouvillon. D'autres prélèvements, par contre, sont effectués avec un écouvillon stérile immergé dans un milieu de transport. C'est le cas des prélèvements de la gorge, des vésicules cutanées ou encore les prélèvements de conjonctivite. Et mis à part le prélèvement de sang et les frottis sur lame, tous les autres prélèvements sont placés à plus 4 degrés Celsius. On plonge les flacons et les tubes dans un bac à glace, on les met dans une glacière et ils sont acheminés dans les 4 heures, pas plus, au laboratoire. Et les deux prélèvements de sang et le frottis sur lame se transportent à température ambiante sans aucun problème. Passons à la phase analytique, qui est la phase où l'on réalise l'examen virologique selon deux approches, directe ou indirecte. Commençons par la recherche directe du virus entier. La recherche directe du virus entier peut se faire de deux manières possibles, par microscopie électronique ou par culture des virus. Voyons voir la microscopie électronique. La microscopie électronique présente l'avantage de déceler directement tous les types de virus, même ceux qui ne sont pas cultivables, mais à condition que la concentration virale soit suffisamment élevée dans le prélèvement. C'est le cas dans les diarrhées virales ou au niveau des liquides de vésicules cutanées. Un autre avantage du microscope électronique est la prise de photos des virus entiers et il permet de révéler la forme du virus, dont voici quelques exemples. Et le pouvoir de résolution du microscope électronique est si élevé qu'il permet de visualiser les détails de structure les plus fins des virus. Cependant, la microscopie électronique n'est pas une méthode pouvant être utilisée comme un test de routine, car le microscope électronique est un matériel hautement sophistiqué qui nécessite une haute expertise technique et un type hautement spécialisé de préparation d'échantillons. Et c'est un matériel très coûteux.
Autre méthode de déceler les virus, c'est leur culture. Alors les virus requièrent une machinerie cellulaire pour se répliquer. Il faut donc, pour les cultiver, des organismes vivants. Et la mise en culture se fait donc sur un système cellulaire qui peut être soit un animal entier ou un embryon tel que les œufs de poule, on appelle ça une culture in vivo, ou bien le système cellulaire peut être une culture de cellules in vitro. Pour l'inoculation à l'animal, on y a recours uniquement si le virus recherché ou suspecté n'est pas cultivable sur œufs de poule ou bien sur les cultures cellulaires in vitro. Car il faut éviter le sacrifice d'animaux quand d'autres alternatives existent. Et le choix de l'animal est fonction de l'espèce virale. L'échantillon est injecté soit sous la peau ou dans le muscle. Ensuite, il y a la circulation sanguine qui va se charger de disséminer le virus et de le diriger vers l'organe réceptif. Ou bien l'échantillon est inoculé directement dans l'organe réceptif. Cette méthode nécessite par contre une animalerie, une bonne connaissance des voies de l'inoculation et une observation journalière des animaux. Cette technique est encore utilisée pour certains virus figurant dans ce tableau, tels que l'herpès virus, le papillomavirus, les virus de l'hépatite B et C, le virus HIV, etc. L'inoculation de l'œuf de poule embryonné est très utilisée pour la culture du virus de la grippe. La récolte se fait en prélevant le liquide dans les cavités de l'œuf. Et cette technique, elle n'est pas utilisée pour le diagnostic direct, mais c'est une technique très utilisée pour la production de vaccins ou d'antigènes en grande quantité. Dans le cas de la culture in vitro, les cellules réceptives du virus sont d'abord cultivées dans un récipient en verre ou en plastique, comme ceci, puis ils sont infectés par le virus. Et à l'intérieur, les cellules sont cultivées dans un milieu de culture nutritif. Les cultures de cellules sont préparées à partir d'organes humains ou d'animaux, organes soumis à une action mécanique ou enzymatique pour dissocier les cellules. Et les cellules dissociées sont mises dans un liquide nutritif qui leur permet de se multiplier jusqu'à former un tapis continu fait d'une seule couche cellulaire. Voici un exemple de milieu synthétique liquide pour la culture des cellules. Le milieu contient donc les différents nutriments nécessaires à la multiplication des cellules, c'est comme pour les cultures de bactéries. Et notez bien qu'il contient également, donc il contient des sels minéraux, une source de carbone, des acides aminés, des vitamines, et il contient un indicateur de pH. C'est ce qui explique la couleur du milieu. C'est généralement du rouge de phénol. Et cet indicateur de pH, son rôle, c'est de révéler la contamination par des bactéries ou des champignons, car le métabolisme de ces bactéries ou champignons va entraîner soit une acidification du milieu ou une alcanisation. Donc ça indique une contamination du milieu par ces organismes cellulaires. Et le milieu doit être donc stérile. Et à ce milieu, on y ajoute un antibiotique et un antifongique justement pour inhiber et détruire tout contaminant. Cette culture de cellules, donc préparée et stérilisée, est inoculée par le prélèvement. Et plusieurs fois par semaine,
on observe au microscope optique inversé. Et voici le flacon est placé ici. Et ça, c'est un microscope optique inversé pour observer l'état des cellules. Plus exactement, pour observer l'effet cytopathique. C'est quoi un effet cytopathique? C'est une altération morphologique des cellules infectées par le virus. Et cette altération est visible au microscope optique, voire même à l'œil nu. Les cellules ont une morphologie différente du reste des cellules du tissu. Aussi, on voit bien que la morphologie des cellules a changé. Et ces altérations sont le résultat de changements physiologiques de la cellule provoqués par la réplication du virus. Ou bien elles sont dues à des modifications génétiques car le virus provoque des mutations. Certains virus ne se répliquent pas en culture cellulaire, tels que le virus de l'hépatite A, de la rubéole, etc. Alors plutôt que de rechercher le virus entier, on va aller détecter des antigènes du virus au niveau de l'échantillon prélevé. Antigènes qui peuvent être décelés soit par des méthodes immunologiques telles que l'immunofluorescence ou l'immunoperoxydase, ou par une autre technique immunologique qui est la technique ELISA, technique que vous avez certainement vue par ailleurs. Mais revoyons brièvement le principe de ces techniques et commençons par l'immunofluorescence ou l'immunoperoxydase. Alors ces deux techniques sont réalisées sur le frottis, sur un frottis, sur une lame plus exactement, où l'échantillon à analyser y a été déposé, et supposons que cet échantillon contient les protéines virales. Ces protéines, ce sont les antigènes, sur lesquels on va déposer un anticorps spécifique couplé à un fluorochrome, tel que la fluorescéine. Donc c'est le réactif. Et après observation au microscope à fluorescence, le résultat est positif au niveau du frottis s'il y a émission de fluorescence. Et comme vous le savez, il existe deux techniques d'immunofluorescence. Il y a l'immunofluorescence directe, où c'est l'anticorps spécifique qui est couplé au fluorochrome. Et nous avons l'immunofluorescence indirecte, où l'anticorps spécifique n'est pas marqué, mais ce sont les anticorps anti-anticorps qui sont couplés au fluorochrome. Il existe une autre variante de cette technique qui repose exactement sur le même principe, sauf que le marquage des anticorps est différent. Ici, les anticorps sont couplés à une peroxydase qui sera visualisée en ajoutant le substrat correspondant. C'est un substrat chromogène, c'est-à-dire qui a apparition d'une coloration après la dégradation de ce substrat. Et ces techniques présentent l'avantage d'être très rapides. En 3-4 heures, vous avez les résultats. Voici des photos prises au microscope optique de cellules infectées par des virus. Elles apparaissent colorées après le test d'immunoperoxydase et la coloration indique la présence du virus à l'intérieur des cellules. Autre technique immunologique très utilisée, c'est la technique ELISA. ELISA qui est l'abréviation de Enzyme Linked Sorbent Assay, dont le principe est pour rappel le suivant: sur un support, des anticorps de capture sont fixés pour capturer les antigènes protéiques du virus correspondant que l'on recherche à déceler dans l'échantillon. Ensuite, on rajoute le réactif qui est l'anticorps de révélation marqué à la peroxydase, auquel on va rajouter par la suite le substrat chromogène.
Ce test se fait dans des cupules comme ceci, s'il s'agit d'une plaque comportant plusieurs cupules dans lesquelles plusieurs tests sont réalisés à la fois. Et les tests sont positifs là où il y a apparition d'une coloration. Le test ELISA est utilisé pour la détection des antigènes de l'hépatite B, des antigènes HIV, du rotavirus, l'adénovirus, etc. Et l'avantage de cette technique est que non seulement elle est très rapide, mais automatisable, permettant de faire des tests en masse, c'est-à-dire on peut faire plusieurs tests à la fois. Et elle permet également de faire des tests quantitatifs, c'est-à-dire qu'on pourra connaître la charge virale, est-ce qu'elle est importante ou non. Nous allons voir maintenant la méthode qui permet de déceler le génome viral. Et les outils de biologie moléculaire ont permis de développer une méthode permettant de détecter le génome viral même lorsqu'il est présent en très faible quantité. C'est la méthode PCR. Et l'intérêt de cette méthode PCR, c'est qu'elle permet d'amplifier sélectivement un gène du virus. Le génome viral peut être soit de l'ADN ou l'ARN. Si le génome du virus est de l'ARN, on le fait réagir avec une transcriptase reverse qui va faire une transcription inversée pour obtenir un ADN. Puis, au niveau de cet ADN, un gène bien ciblé est amplifié de manière à obtenir des millions d'exemplaires facilement détectables. Et l'amplification se fait par la méthode PCR, Polymerase Chain Reaction. La technique PCR se déroule en 3 étapes. La première étape est l'étape de dénaturation. Elle se déroule à 95 degrés. Une telle température permet de casser les brins hydrogène entre les bases et de séparer les 2 brins d'ADN. La deuxième étape est l'étape d'hybridation. Elle s'effectue à 45 ou 65 degrés Celsius. C'est une température suffisamment élevée pour maintenir les 2 brins séparés, mais elle est suffisamment basse pour permettre aux amorces de venir s'accrocher aux gènes ciblés. Et ces amorces sont extrêmement importantes car ce sont elles justement qui ciblent le gène à amplifier. La troisième étape, c'est l'étape de polymérisation ou d'élongation. Elle a lieu à une température un peu plus élevée, à 72 degrés. Il y a rajout successif des désoxyribonucléotides présents dans le mélange par l'attaque polymérase. Et le cycle est répété plusieurs fois et le nombre de copies du gène en question augmente de manière exponentielle. Des millions d'exemplaires du gène sont produits en quelques minutes seulement. Et ils sont facilement détectables par un appareil conçu à cet effet. Et cette technique PCR est beaucoup plus sensible que les techniques antigéniques que nous avons vues tout à l'heure. Et c'est justement cette technique PCR qui est utilisée actuellement pour la détection du Covid-19. Voilà, nous avons vu les méthodes de diagnostic direct. Dans la prochaine capsule, nous verrons les méthodes de diagnostic indirect. La capsule est terminée et je vous remercie.